Bonjour tout le monde et bienvenue pour un autre épisode du Flash Crypto. Donc, comme d'habitude, je suis avec mon partenaire de la chaîne Token Mania qui est Gab. Bonjour Gab. Salut Jess, comment ça va? Ah ben toi. Donc, cet épisode Quand d'aujourd'hui, avec ce qui se passe pour la crypto, le Bitcoin qui a tapé 73 000 $, un paquet de situations un peu rocambolesques pour la crypto, même XRP qui refait des vagues, etc. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur les développements actuels? Ben écoute, présentement, comme on s'est parlé un peu en pré-entrevue, on tape des records du côté de Bitcoin, all-time high pratiquement tous les jours. J'ai fait une vidéo dans mon live, justement, je parlais de ça. En ce moment, si jamais le mois de mars viendra à clôturer en vert, on parle d'un 7e mois consécutif green. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand même, tu sais, le dernier bull run 2021, on parle de 6 mois dans le positif. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on est dans le 7e mois positif, puis ça n'a pas nécessairement l'air de ralentir. Beaucoup d'éléments qui peuvent amener à ça. Premièrement, on s'en est parlé, j'en parle souvent sur ma chaîne, les ETF, je sais que ça peut paraître un peu mitigé, les institutions sont rentrées, ça va contre un peu la philosophie du Bitcoin. Puis je pense qu'on s'en avait parlé en juin dernier, on avait fait un flash crypto et justement, c'était au moment où BlackRock, Fidelity, etc. venaient de faire application pour leur ETF. Et là, on se reparle 7 mois plus tard, 8 mois plus tard pratiquement. Et écoute, les ETF battent des records. On est présentement, je sors des numbers top of the dome, là, mais présentement autour des 40 milliards de dollars dans les produits tradés ETF. Malheureusement, jusqu'à noter que ça allait inclure Grayscale. Donc, Grayscale était déjà là, qui détenait environ 700 000 bitcoins au préalable, là, avant même que les ETF soient mis en circulation. Mais c'est quand même pratiquement la moitié du nombre de capital qui est dans les ETF Gold. Donc, tu sais, là, je veux pas être. Tu sais, je dis ça vite comme ça, je veux pas être sûr de ne pas me tromper, mais si les données sont bonnes, on est environ à moitié de la capitalisation des fonds négociés en bourse de l'or, en fait. Donc, c'est vraiment à une rapidité, je pense, qui surpasse toutes les attentes. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que présentement, c'est pas tout le monde qui puisse offrir les ETF. Parce que d'habitude, quand un produit du genre vient à être mis en circulation, les conseillers financiers, les grosses firmes d'investissement se doivent d'attendre une certaine période, tout dépendant des règles de la maison, qu'on pourrait dire. Donc, ça pourrait être pour certains 3 mois, pour être 6 mois, simplement pour s'assurer que le produit est fiable et qu'il ne va pas être voué à l'échec, disons. Donc, tu sais, on met un ETF Ethereum en circulation. C'est pas monsieur, madame, tout le monde qui peut aller directement l'acheter. Ils vont voir, selon les firmes, bon, est-ce que ça reste en place? Est-ce que c'est solide? Est-ce que le produit marche avec la volatilité, etc.? Donc, on n'a même pas, je pense, vu encore là, de quoi qu'on est capable de ce côté-là. Puis, je pense que c'est quand même intéressant de voir comment ça va se développer dans les prochains mois. Là. En ce moment, dans les 3 derniers jours, on a eu 31 jours de inflow. Donc, on veut dire qu'il y a de l'argent qui rentre dans ces produits-là. Je pense que 11 ETF, BlackRock, Fidelity, ARK Invest, etc. 31 jours de inflow. Donc, c'est une pression acheteuse quand même assez féroce, qui est constante. On s'en rend compte aujourd'hui. Beaucoup de gens disaient que ça allait être un buy de rumors, sell the news. On a vu un certain pullback, mais honnêtement, ça n'a pas été comme une des corrections qu'on a déjà vues dans le passé. Là, du côté du Bitcoin, on est habitué d'avoir des corrections de 20%, 25%, 30%. La plupart des dips, comme je parle souvent aussi dans mes lives, comme je parle dans mon groupe, les dips sont faits pour acheter présentement. Le seul hic, c'est que les dips arrivent tellement vite. Je te donne un exemple. Je suis au gym le dernier coup. Un de mes amis m'appelle, il dit « Ça dip, ça dip! » Là, je suis là. Je pogne mon téléphone, j'ouvre TradingView, je vois les grosses dips, mais tu sais, je suis en route. J'ai environ 30 minutes de voiture pour arriver à la maison. On était déjà loin du bottom, pour te donner une idée. Donc, les dips sont achetés très férocement. Là. C'est quelque chose de très rapide. Ça prend un temps de réaction vraiment vite. Mais c'est quelque chose quand même que j'aime voir. On est au 7e mois green. Généralement, quand on passe les all-time highs, c'est là vraiment que ça commence à s'exciter. C'est sûr qu'il faut être conscient que le nombre de capital qui doit entrer dans le marché comparativement au passé, quand on parle du cycle de 2013, 2014, 2017, 2018, le nombre de capital pour avoir une certaine accélération, disons faire un 100% d'ici, on parle d'environ 1,4 trillion là, qui doit rentrer dans le marché. Simplement pour faire un x2. On dit simplement. C'est quand même de très bons gains, spécialement dans un actif quand on parle en trillions. Mais quand même, il faut être conscient que
L'accélération, ça se peut qu'elle soit un peu moins rapide. Bitcoin dépasse tous mes attentes présentement, donc je ne veux pas dire « Ah, ça ne sera pas rapide, on va avoir une correction ». Pour le moment, honnêtement, j'ai été bouche bée. Je m'attendais à avoir une certaine correction à gauche, à droite. C'est pas ce qu'on a eu. Comme je dis à chaque fois, c'est extrêmement rapide. C'est des conditions de marché qui sont vite et agressives. Ça peut être vraiment difficile à naviguer pour beaucoup des nouveaux entrants. Donc, si les personnes écoutent la chaîne en ce moment, qui se sentent un peu perdus, les mains liées, qui n'ont pas le temps de faire une action, qui ne veulent pas nécessairement entrer rapidement ou maintenant parce qu'ils sentent que c'est un peu une zone de FOMO, je dirais, s'ils rentraient maintenant. Ça peut être très compliqué là, comme environnement à naviguer. Là, même pour moi qui est expérimenté, qui fait ça depuis des années, que j'ai envie. Des fois, je suis comme, wow, OK, c'est vraiment rapide. Je te donne un exemple. J'achète un projet semaine dernière. Mais là, attends, je t'arrête là, parce que je sais pas que je veux pas que tu me dises ce que tu as à me dire, mais. Fait que là, finalement, on a monté à 75 000 pour retourner pour faire simple là, pour ceux qui sont justement peut-être plus nouveaux ou qui sont juste dans les NFT, parce que sur ma chaîne, on a beaucoup de NFT people. Là, on a monté à 75 000, puis ça n'a pas l'air d'être parti pour avoir une correction nécessairement majeure. Puis principalement, c'est causé un peu par les ETF. Dans la mesure que là, ces personnes-là qui achètent finalement, quand je dis ces personnes-là, c'est des fonds d'investissement. Ces fonds d'investissement-là, ils n'achètent pas dans la mesure où ils ne sont pas du là à acheter et à revendre à tous les jours. Ils achètent pas mal à toutes les semaines, mais ils ne vont pas être là à revendre à toutes les semaines. Donc là, on n'a pas une grosse pression de revente en ce moment. Ça a l'air d'aider le marché à être consolidé et être plus solide. C'est ça? Ouais, exactement. Puis comme je t'expliquais un peu avant qu'on rentre en ligne, le monde qui achète des ETF, on parle ici de fonds de pension, on parle de monsieur, madame, tout le monde aussi qui achète des ETF, bien sûr, mais principalement quand on parle de fonds d'investissement, fonds de pension, il faut comprendre que ces firmes-là d'investissement ont une certaine stratégie. Donc, pour un portfolio à bas risque, on parle ici de 1% en actifs digital. Donc, dans ce cas-ci, on va parler du Bitcoin. Un portfolio à moyen risque, disons 2%. Un portfolio à haut risque, on va parler de 3%. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est tout le temps un balancement. Donc, dans la mesure que le prix du Bitcoin va augmenter, généralement, leur portion va augmenter en pourcentage. Ils ne veulent pas nécessairement le garder à 1% pile, mais mettons que ça monte à 1,2%, ils vont devoir se débarrasser un peu de l'actif, des ETF, pour toujours avoir un portfolio qui est balancé à leur cible. Donc, ça pourrait être 1%, 2%, 3%. Mais dans ce cas-ci, étant donné que le produit est nouveau, sont dans le processus d'ajouter ce pourcentage-là, ce 3%-là. Ils n'achètent pas. Bon, on a un fonds d'investissement de 1 trillion. 3%, ça équivaut quoi? Ça équivaut à 30 milliards. Ils ne se connectent pas sur Binance puis ils achètent 30 milliards. Ça va être quelque chose de graduel. On appelle ça un TWAP, donc Time Weight Average Price. Donc, à chaque heure, à chaque jour, ils vont acheter un certain pourcentage. C'est pourquoi qu'on peut voir que le inflow est vraiment continu du côté des ETF parce que tranquillement, ils se rapprochent tout le temps de leur cible. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces portfolios-là sont balancés avec des bons du trésor, certains vont être balancés avec du real estate, donc de l'immobilier. Certains vont être balancés avec des actions. Le marché des actions, présentement, est à son sommet historique. On bat des records à chaque semaine. Je trade les marchés financiers traditionnels. On parle ici de Nasdaq, SP500. C'est ce que je fais tous les jours. Honnêtement, même ce marché-là dépasse mes attentes. T'sais. Il y a beaucoup de gens qui présageaient. Dans le fond, le monde se basait sur la baisse des taux d'intérêt pour essayer de catcher un top. T'sais. Puis on repousse cette date-là parce que l'inflation a comme repris un peu de l'avant. Mais le marché est tout le temps d'avance. C'est là qu'on voit que le Bitcoin sont d'avance là-dessus. Les marchés continuent à monter. Donc, le inflow, il est constant. Je pense pas que c'est prêt d'arrêter. Les taux d'intérêt sont encore à leur maximum en 40 ans, 30 ans. Qu'est-ce qui va arriver quand on va commencer à baisser les taux d'intérêt? Je pense que c'est là que ça va accélérer. Ouais, c'est ça qui arrive. Puis là avant qu'on parte sur d'autres choses, parce qu'on a bien des affaires à parler, si tu veux, toi et moi. Déjà, ça fait un bon moment qu'on n'a pas discuté, mais là, ça prévoit-tu un Bitcoin qui va dépasser? Exemple, là, on est déjà à 73 000. J'ai envie de te dire, dans une bull run, on fait x3, on s'en va-tu vers le 200 000? C'est-tu envisageable ou tu penses que c'est d'étirer la sauce puis que justement, on va être peut-être plus tranquille dans les moments à venir? Moi, j'ai l'impression que ce que tu nous dis, on ne sera pas tranquille. C'est dur à prévoir côté prix
Je pensais que les altcoins allaient prendre un peu plus de portions du marché présentement. La dominance du Bitcoin est encore élevée. Le dernier bull run, on a fait quoi? Un 3.5x. Parce qu'on avait topé à 20 000, on a topé à 70 000, arrondissons-là comme ça. Mais c'est ils appellent ça des diminishing returns. Donc, à chaque bull run, techniquement, on diminue un peu la marge de gain qu'on est capable de faire du côté du Bitcoin. Donc, est-ce qu'on va faire simplement un x2 qui double quand même le market cap? Si on fait un x2, on se ramasse à 120 000, 140 000, disons. On parle quand même d'un actif de 2,5 trillions. Au moment où on se parle, Apple, l'une des plus grosses compagnies, est autour des 2,7 trillions de dollars. Donc, ça va être quelque chose d'intéressant. Je ne veux pas trop m'avancer niveau prix parce que, tu sais, ça serait lancer un d'or. Ce qui semble, si je te dis un chiffre de même qui semble beau, ça serait entre les 120 et 150 000 dollars. Ce serait un beau chiffre, disons. Après ça, j'aimerais vraiment voir les altcoins performer plus qu'il faut. Plus que ça, du moins. Mais comme qu'on dit avec les ETF, ils s'en foutent des altcoins. C'est pas ça qu'ils achètent. Donc, le inflow va continuer dans le Bitcoin. En général, dans les bull runs, tu sais, comme moi, on a une certaine rotation. Donc, premièrement, le Bitcoin pump. Généralement, ça se transfère vers Ethereum, vers les altcoins. En ce moment, on a Solana qui prend vraiment des grosses parts de marché à Ethereum, disons, qui est pratiquement au même market cap que son all-time high. Pas qu'Ethereum, mais que son all-time high durant le dernier cycle pour Solana. Ça va être... En ce moment, les personnes qui achètent les ETF, il n'y a pas de rotation. Il n'y a pas une rotation qui se fait dans Ethereum. Donc, c'est de l'argent qui va rester dans le Bitcoin. Ils ne revendent pas vraiment en plus parce qu'ils sont en time warp, tu disais. Donc là, il y a comme il faut rien qu'acheter continuellement. Ben, plus que le Bitcoin monte, par exemple, si le Bitcoin viendrait vraiment accélérer comparativement au marché des actions, parce que ce qu'on a vu, c'est que le marché des actions avait vraiment devancé les cryptos. En général, avec le Nasdaq, on avait une corrélation qui était très proche. Je te dirais peut-être 0,8 lors du dernier bull run. Et en ce moment, ça me titillait un peu de voir ça durant, genre, disons, octobre. Nasdaq brisait déjà ses sommets historiques et on voyait Bitcoin tirer de la patte. Là, je me posais des questions. J'étais comme, OK, est-ce qu'on a perdu un certain engouement? En général, on avait une corrélation avec le marché des actions. Présentement, le marché des actions surperforme. Mais si on viendrait vraiment voir le Bitcoin surperformer, dans ce cas-ci, les fonds d'investissement vont quand même devoir, certains, vendre une partie pour rebalancer justement. Donc, le balancement se fait à la hausse comme à la baisse. Si on viendrait avoir un portfolio qui est censé être à 1%, à 2%, ils vont devoir vendre une certaine partie pour rebalancer le tout à 1%. C'est comme ça que les firmes d'investissement et fonds de pension, etc. fonctionnent. Ça va-tu stabiliser les ETF, puis etc. Vont-tu stabiliser les up and down assez promptus du Bitcoin, en fait? Je pense que ça pourrait être exactement. Je pense que ça pourrait être un effet que j'ai remarqué, que j'ai noté en fait. Parce que tu sais, si on prend l'exemple que je te dis, plus que le prix monte, plus qu'ils vont devoir vendre pour balancer, mais c'est le même effet. Si le prix du Bitcoin, disons, sont balancés à 1% quand le Bitcoin est rendu à 140 000, et là on a des grosses chutes, le Bitcoin redescend à 90 000, ils vont devoir rebalancer parce que ça va descendre d'1%. Et leur cible, je me répète encore une fois, c'est de toujours être dans ce certain zone-là de 1-2%. C'est un barème. Donc, ça pourrait soutenir un peu plus le marché parce que plus que le marché va descendre, plus que ces ETF-là vont devoir, ben pas les ETF directement, les firmes d'investissement, les gestionnaires d'actifs, vont devoir acheter pour rebalancer le tout. Donc, oui, comme tu dis, ça pourrait créer un genre de support. Je ne veux pas trop m'avancer là-dessus parce que dans le passé, ben pas m'avancer, on est capable d'élaborer, mais... Non, mais on est capable d'élaborer là-dessus, mais je ne veux pas genre tirer de conclusions trop vite avant qu'on ait la preuve. Parce que, tu sais, on n'a pas été dans cet environnement-là encore, donc on ne peut pas dire, oui, ça va créer un support. Tu sais, les gens qui disent tout le temps ça, là, on les voit sur YouTube, sur les réseaux sociaux, Bitcoin à 600 000, puis on ne peut pas tirer de conclusion avant que ça arrive. C'est une hypothèse que je pense que ça pourrait créer vraiment un support à cause de cette théorie-là de balancement. Ça ferait du sens, mais on va voir en temps et lieu, là, qu'est-ce qui va se passer. Du côté des altcoins, je pense quand même qu'il va y avoir une purge à la fin. Ben pour les altcoins, moi j'ai hâte de justement savoir si on va avoir une vague. Moi, quand je pense à cette espèce de peut-être de la théorie de la stabilisation, je pense que ma version personnelle est moins intense que ceux des qui est parlé un peu partout. Où que je pense que ça va ressembler peut-être au marché des actions, où ce que tu vas avoir éventuellement un jour, peut-être pas tout de suite, mais de plus en plus des mouvements moins intenses. Le Bitcoin va peut-être redescendre à 100 000, remonter à 150, redescendre. Sauf que ça va être plus
plus long, j'ai l'impression. Ça va se passer moins de façon erratique, à la mesure que ça va avoir beaucoup plus de plateaux, on va monter moins en Elliott Wave, j'ai envie de dire, pour ceux qui savent ce que c'est, mais j'ai en montgolfière. OK? Donc, donc, c'est un peu ma perspective, mais je pense pas que ça va causer un plancher. Je pense que ça va causer moins de... Je cherche le mot en ce moment, moins de mouvement dans les prix qui sont brusques. Un peu de support à la hausse, là, ouais. Au lieu de tomber comme une brique, ça va peut-être être une brique avec un petit parachute. Ouais, c'est ça. Puis au lieu de monter en fou, ben, ça va monter plus tranquillement. Ouais, c'est ça. Exact. Question altcoin, tu nous proposes quoi? Là, moi, j'en ai certains. J'ai ILV, j'ai du XRP, j'ai un des projets de merde que j'ai hâte de me débarrasser, j'ai du Zilliqa. Tu comprends? Qu'est-ce que tu nous conseilles? Moi, je me doute que tu risques de parler un peu des Mutable et tous des trucs comme ça. Mais sinon, ouais, mais écoute, moi, j'ai PP, Shiba Inu, Dog with Hat. Non, c'est une blague. Je m'en allais dire. OK, cool. T'as du Shiba Inu, c'est pas... tu sais, parce que ça va rien à dire, mais j'ai pas de Shiba Inu. Mais j'ai des bones encore, parce que j'avais du staking. Okay. Mais je regarde pas le projet, ça va faire 2 ans quasiment, mais je sais que c'est pas mort, Shiba Inu. Est-ce que... Ben non, mais tu vois, on a un market cap de 25 milliards aujourd'hui, là. On a un market cap de 25 milliards, puis écoute, il y a du monde qui font des millions présentement avec quand on parle d'un Dog with Hat, ou ce genre de trucs-là. Des altcoins que je regarde présentement, je vais peut-être pas te parler de lui parce qu'il est sous-performe. J'ai mis une petite portion de mon portfolio, 2,5%. On parle de Luxo, projet vers le SocialFi, avec un des lead devs d'Ethereum dans le temps. Dans le fond, la personne qui a créé les RC20, c'est lui qui a créé Luxo, Miss Browser, etc. Donc, une grosse team. Un projet que j'ai découvert récemment, Vanor Chain, donc on parle ici du gaming. Bon projet. Tu sais, des fois, tu as des feelings. J'écoutais le CEO, je commence. C'est probablement un hustler. C'est un hustler. Je m'attends à ce que ça va dump les tokens. Mais quand même, en ce moment, comme je te disais, je pense que je ne te l'ai pas dit, j'ai acheté à 12 cents il y a une semaine. La dip a tellement été mangée vite, on se trouve présentement à genre 36 sous. T'sais. Donc, on a fait un x3 en moins d'une semaine de sa position. Un projet que j'ai parlé dans mes lives, vraiment low cap, on parle ici de 15 millions. Tu connais Gala Games? Ouais. Ils ont une branche musique, donc Gala Music. La maison, dans le fond, c'est partenaire officiel avec Death Row Record, Snoop Dogg. Ouais, c'est ça. Des gros partenaires. La présidente, la CEO, c'est la première manager de Tupac. Ils ont déjà une app qui fonctionne. Ce qu'il faut noter, c'est que le token de merde un peu qu'on pourrait dire, qui n'a pas nécessairement grande utilité autre que des rewards, ce genre de trucs-là. Mais on parle ici d'un projet qui est partenaire avec un projet, dans le fond, qui est la branche d'un autre projet qui a 2,5 milliards de market cap présentement quand on parle de Gala. On parle d'un projet qui se comparait à Audius. Donc, Audius, c'était une autre plateforme justement de NFT qui se veut compétitionner, je dirais, Spotify. Il faut être conscient qu'ils ne dépasseront pas Spotify. Il ne faut pas se voiler les yeux. Mais on met sur la spéculation que les gens vont penser ça. Donc, Gala Music, je pense qu'il y a un très gros potentiel. On parle ici de 15 millions de market cap, une très grosse team, très gros partenaire. Le token vient juste de sortir en décembre, donc il n'est pas disponible sur beaucoup d'échanges. On peut l'acheter sur Uniswap. Présentement, c'est sûr que pour la plupart des gens, ce n'est pas nécessairement quelque chose d'abordable. L'autre jour, je voulais faire un swap. On parle ici de 150 $ US pour un swap. C'est quand même... C'est un peu exagéré. Donc, il a fallu que je fasse affaire avec des échanges un peu plus shady, comme qu'on dirait. Il n'y avait tellement pas de volume que je ne pouvais pas faire d'achat. Donc, Gala Music, Vanor Chain que je trouve intéressant. Immutable X, c'est une valeur sûre comme d'habitude. C'est sûr que, tu sais, quand on s'en parlait, je t'en parle depuis qu'on était à 40 sous. On a pratiquement fait un 10x sur cette position-là. BitTensor, le king du AI. Notre financial advice, de toute façon, tout le monde le sait, mais de toute façon, allez faire un tour sur la chaîne de Gab. Les liens sont dans la section commentaires et description de vidéo. Il y a son Discord également, hein, un nouveau Discord. Ouais, je vais te laisser un lien pour le Discord. Dans le fond, le Discord il est gratuit. Puis honnêtement, là, vous n'aurez pas ça à grand place. Là, je call mes trades en live. Dans la dernière semaine, je pense que j'ai callé 5-6 trades qui ont fait du 30% en seulement quelques heures. Donc, on parle aussi de très beau trade. Bon profit. C'est totalement gratuit.
Pour le moment, je suis encore correct. On n'est pas famous, donc on peut répondre aux questions. Donc, j'ai le temps de répondre aux questions. Je suis là pour la communauté. On parle d'investissement. Les gars aussi qui sont dans le Discord parlent de très beaux trades, de très beaux projets qui découvrent. Parce qu'il y a tellement de projets en crypto que ça peut être extrêmement dur de faire le filtre. Donc, d'avoir une communauté comme ça, les gars, ils ont déjà fait de la recherche. On a Antoine, un gars du Discord, qui poste des documents avec ses recherches fondamentales sur un projet. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, si vous voulez joindre ça, c'est sûr, c'est gratuit. D'autres projets, honnêtement, il faut focuser AI puis gaming. La seule chose, GPU décentralisé. Un secteur GPU décentralisé que j'ai vraiment négligé. Très grosse erreur, étant donné que NVIDIA frappe des all-time highs pratiquement à tous les jours. Quand on parle de GPU décentralisé, on a vu des projets comme Render, Akash. Maintenant, il y a plein de poubelles qui commencent à sortir qui surperforment. On parle ici des projets qui ont fait des 10 à 30, 40x en seulement quelques mois. Là. Étant donné qu'il y a le hype justement de NVIDIA, j'en parle souvent de NVIDIA étant donné que ça a quand même du weight dans les indices. Et je poste mes analyses aussi sur les indices, sur les futures dans le Discord. Donc, on en parle de ça. Mais le AI, le gaming, honnêtement, je pensais qu'on allait avoir une rotation parce que souvent, on voit ça en crypto, on a une certaine rotation. Donc, j'ai pris de mes profits en gaming AI. J'ai transféré dans d'autres projets. Finalement, AI Gaming, on brise les plafonds là, en continu non-stop. Donc, je pense que c'est la niche à focusser. Ben, c'est assez... Je pense que oui. Le AI Gaming, juste ILV était à quoi? Il a descendu à 37, 38 à son plus bas. J'ai failli en acheter dans les zones de 50. Je le regrette, on est à 142. Tu sais, le jeu est sur le bord de sortir, tu vas me dire peut-être dans les mois à venir, mais il y a quand même... en fait, le mode Arena est sorti. Mais en tout cas, le jeu, en tout cas, il est encore en alpha bêta. Là, tu sais. Puis, Chris, 142$ du ILV, c'est un projet qui est sur Immutable X. Genre, ça fait il est pratiquement à son all-time high niveau... il est pratiquement à son all-time high niveau market cap quand on parle d'Illuvium. C'est ça qui est intéressant aussi pour les gens. Un petit point à apporter. Beaucoup de projets qui étaient là durant le dernier cycle ont dépassé leur all-time high. Donc, peut-être qu'au niveau prix, non. On parle de IMX, disons. IMX, sur papier, il y a un all-time high autour des 9$. Sauf qu'on est déjà 3 fois plus haut en termes de capitalisation boursière présentement que durant le dernier cycle. Donc, c'est tout le temps quelque chose à noter. Solana, présentement, est pratiquement à son all-time high niveau capitalisation boursière. Donc, tu sais, les gens disent « on va retourner au all-time high. » Ouais, mais tu sais-tu que ça prend 4 fois la capitalisation qu'on avait eue en 2021 pour se rendre au all-time high, disons. Des secteurs que je dirais que je conseillerais de surveiller présentement. Polkadot, ça peut sonner farfelu. Justement, on a killé des trades dans le Discord sur l'écosystème de Polkadot. Je pense que tu les as vus, tu as commenté justement mon post Twitter juste avant qu'on fasse des 30% across the board sur ces positions-là. L'écosystème de Polkadot laissé derrière. Récemment, on a vu quoi? On a vu Solana partir en fou, qui est pratiquement à 160$, et son écosystème. Écosystème de Solana aussi qui tire quand même de la patte comparativement si on regarde la capitalisation boursière du L1 et des projets dans son écosystème. Moi, personnellement, je misais 2 fois plus sur Polkadot que sur Solana. Même. Puis en ce moment, Solana, pas Solana, mais Polkadot, on n'entend pas parler beaucoup. On n'entend pas parler, mais ça va ressurgir. Justement, c'est pour... Tu sais, on veut tout le temps regarder... On pourrait aller dans les charts par après. Quand on regarde une charte, on regarde la zone d'accumulation. C'est un pattern qu'on voit à beaucoup d'endroits. On l'a vu avec Chainlink, on l'a vu avec Solana, on le voit présentement avec Avalanche. Polkadot vient tout juste de sortir de sa zone d'accumulation. Mais je ne sais pas si tu connais Kusama, qui est la blockchain... la blockchain sœur de Polkadot. Donc, c'est comme un peu le réseau testnet, un peu plus Far West, qu'on pourrait dire. Et encore dans sa zone d'accumulation, je pense que Polkadot se dirige vers les 16 à 20$ là, dans les prochaines semaines, voire prochains mois. Je pense plus prochaines semaines. On se trouve présentement à 11$. Polkadot, il est à 10$, 11$ en ce moment. 11$, je pense qu'on peut quand même faire un 50% à 100%. C'est sûr que c'est un actif d'environ 15 milliards de capitalisation boursière. On a Polkadot 2.0, la mise à jour vraiment qui s'en vient récemment, qui change la structure d'allocation, de blocs, d'allocation. Comment que ça fonctionne avec les parachains, etc. Ça prenait un gros capital pour avoir du block space. Là, c'est un peu technique, on ne rentrera peut-être pas là-dedans, mais ils changent leur tokenomic, donc un système de burn.
ce qui crée de l'engouement chez les spéculateurs d'un certain projet quand on a une tokenomique qu'on brûlerait une certaine partie. Dans le fond, les projets doivent payer pour avoir du block space dans Polkadot. Avant, disons, comme Gavin Wood, son analogie, c'était, disons, il vendait 1000 pancakes. Mais peut-être que toi, tu veux pas 1000 pancakes. Tu en veux peut-être 2. Tu comprends? Fait que là, ça crée une barrière pour les projets d'entrer dans l'écosystème. Ils changent ça maintenant pour allouer que tu peux acheter une petite portion, une grosse portion. Donc, ça va vraiment créer peut-être une nouvelle vague de nouveaux entrants dans l'écosystème. Et les frais... Polkadot, ce qui est intéressant, c'est qu'il était vraiment totalement décentralisé. Je me trompe pas. D'une certaine façon, puisque est-ce que c'est tout le temps 100% décentralisé? Ouais. Non, jamais, il faudrait peut-être aller creuser. Plus que les autres, c'est ce que peut-être je voulais dire. Ben, si on compare avec Solana, certainement. Si on compare avec... Ethereum aussi, si je ne me trompe pas. Ouais, Ethereum, présentement, oui, certainement avec le stacking. Là, à quel point? C'est tout le temps, c'est un point mitigé. Donc, il y a des gens qui vont dire 100% décentralisé, des gens qui vont dire c'est centralisé. Mais Polkadot, oui, qui se veut. Selon moi, mais... Puis qui a, dans le fond, qui a été, comment dire, déclaré par la SEC. On sait que la SEC, c'est le cheval de guerre, le cheval de Troie de la crypto-monnaie. Polkadot a été déclaré un software, donc un logiciel et non une sécurité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce cas-ci, peut-être que lors de l'offering, c'était une sécurité, mais c'est dissocié de ça. Donc, peut-être qu'au début, c'était une sécurité, le token DOT. Présentement, ce n'est pas. C'est déclaré comme un logiciel. Donc, petit point positif qu'on pourrait dire. Mais avec Polkadot 2.0, justement, je pense que ça va créer un vent de spéculation. On a vu les autres L1 qui étaient vedettes, Avalanche, Solana, ce genre de trucs-là durant le dernier cycle, reperformer, sortir de leur zone d'accumulation. On voit la même chose se passer avec DOT qui viennent tout juste de sortir de sa zone d'accumulation. Donc, je m'attends à avoir une expansion au cours des dernières semaines. J'ai les yeux rivés sur Kusama, qui est la blockchain test de Polkadot, qui est encore dans sa zone d'accumulation. Donc, dans ce cas-ci, je pense que si Polkadot viendrait à prendre un vent d'élan, Kusama suit jamais vraiment loin derrière. Et on parle ici de MOVR, Moonriver, qui est le L1 principal de Kusama. Pour Polkadot, on parle de Astar Network, qui était au préalable le deuxième position, je dirais, face à Moonbeam, GLMR, le token, et qui a présentement dépassé, doublé la capitalisation boursière là, de Moonbeam, GLMR. Donc, c'est des tokens, c'est un écosystème que je garde à l'œil, qui est laissé de côté. Souvent, c'est ce genre de projet-là qu'on aime entrer. T'sais, justement, avec Gala Music, qui n'est pas accessible beaucoup. J'ai un ami qui vient de rentrer en crypto, m'appelle à toutes les heures. Puis là, il me dit « Ouais, mais là, il dit c'est pas on peut pas l'acheter nulle part. Il n'est pas sur les échanges. » Mais il dit ça. Là, je dis « Mais c'est ça qu'on veut. On veut pas que le token soit accessible tant que ça au départ. On sait que Gala est sur tous les échanges. Gala Music va pas tarder. Mais nous, si on est capable de l'acquérir avant, à un market cap de 15 millions, que d'un coup que le prix monte, qui est la meilleure publicité, on s'entend. Quand le prix monte, tout le monde aime le projet. Quand le prix descend, c'est un scam, c'est de la merde. Et là, si on viendrait avoir un prix qui monte du côté de Gala, une coupe de listing, là, tout le monde va parler de Gala Music. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On vend. Le monde va acheter, nous, on vend. C'est comme ça qu'on cherche tout le temps à avoir un edge dans le marché financier. On cherche à être en avance sur les autres. On ne veut pas, quand c'est disponible partout, que c'est en vente, tout le monde en parle. Too late. Ouais, c'est ça. Too late. Sinon, je ne sais pas si tu voulais partir sur de la charte. J'avais une petite question rapide pour toi parce que justement, je me disais que c'était probablement plus intéressant qu'on parle sur de la charte, mais tu penses quoi d'XRP rapidement? Vu que là, il a été clearé de la SSI. De la merde. De la merde. Ça ne changera rien. Selon moi, c'est de la merde XRP. Je veux dire, faut comprendre qu'on a une capitalisation boursière de 30 milliards. Le concept a été prouvé que c'est de la merde, ça ne performe pas, ça superforme depuis des cycles. Peut-être. Là, le monde va me dire, si on monte à 1$ la semaine prochaine, le monde va me dire, bah, le gars, il est pas à son affaire. Peut-être, mais on parle d'un actif de 30 milliards, il y a beaucoup de plus d'opportunités ailleurs. Je ne veux pas dire, c'est de la merde, vends-les, mais est-ce que j'ai ça dans mon portfolio? J'en aurai jamais. Ça a été un des premiers tokens que j'ai acheté XRP. Je pense autour des 15 sous, tu sais.
ou XLM, un des deux, tu sais, quand c'était la grosse affaire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce genre de token-là, avec une capitalisation boursière énorme, ben, tu sais, la bataille, c'était gagné contre la SEC. Je pensais que ça allait être un des trades de ma vie, honnêtement. J'étais là, faire un demi-million sur XRP, l'autre qui vont gagner à sec. Finalement, on a pumpé, puis moi, j'étais full long leverage trade, tu sais. Je pensais qu'on allait chercher, on va pumper, on va aller chercher les highs. Ça a été revendu, on sort du trade, c'est fini, là. Moi, je pensais que ça allait être mon plus gros trade. Je pensais que ça allait être continue la montée après la bataille de la SEC. Au final, c'est un nothing burger, comme qu'on dit, tu sais. Mon opinion sur XRP, je pense que ça va super-performer le marché. Est-ce que ça peut performer quand même? Certainement. T'sais. Je veux dire, il ne faut pas non plus négliger si on fait un x2 sur un actif. Mais XRP, ça n'en va pas à 10$ selon moi. Okay. Je vois tout le temps des targets sur les groupes. XRP à 15$, XRP à 18$. Je suis comme, hey, ça fait 2 cycles qui n'est pas capable de passer 3$. Tu vois, la défense que plus je vais jouer l'avocat du diable, mais la défense que les gens ont, c'est mais la SEC est en cours contre eux autres, fait que personne qui achetait de XRP, c'était trop dangereux. Ouais, mais là, ils ont gagné. Est-ce que le XRP a monté? Ben, j'ai envie de te dire que mon point, c'est que depuis qu'ils ont gagné, il y a de l'accumulation. On pourrait aller voir sa chambre depuis. C'est quoi la date qu'ils ont gagné? On a monté, on peut le voir, sa charte, il y a une grosse wick. Précisément, il me semble que c'est juillet 2023. Ouais, il y a une grosse wick en weekly. Ah ouais, c'est ça. J'étais en weekly, là, puis il y a une grosse week. Mais, ouais, là, faut tout le temps penser réaction. Tu sais, quand on est en trading, on est en bear market, tu t'attends pas à une plus grosse week que ce qu'on a eu là. On a passé de 40 cents à 95 cents. Pour XRP. C'est pas normal en bear market que ça fasse ça. Je te le demande parce que tu as plus d'expérience que moi. On est pas en bear market, tu sais. On est full on bull market. Mais on était en bear market à ce moment-là. Ouais, mais c'est censé avoir rattrapé selon moi. Tu veux tout le temps penser réaction. Si la réaction est trop lente, XRP, là, quand ça va se mettre à pomper en fou, c'est le temps de sortir. Ça va probablement être ça. Ça veut dire que tout commence à monter en fou. Tu sais, mais qu'on voit du XLM partir en fou, qu'on voit du XRP, là, j'ai pensé à de quoi. Je trouvais ça drôle. Mais, ouais, c'est quand on voit ce genre de projet-là partir en fou, ça va être probablement le top. Puis si tu veux une preuve, va voir, c'est quand le dernier gros pomme de XRP, c'est pas mal le top du marché 2021. Oh ouais, c'est le top bull run, si je me trompe pas. Mais ça peut être. Moi, je trouve bien que la capitalisation est trop élevée. Capitalisation trop élevée. J'aime pas tant investir dans des actifs de même. J'ai quoi? J'ai Ethereum, Matic, Link. Avec des gros market cap du genre. Quand on parle de 10 milliards et plus. Sinon, tu veux que ça bas market cap parce qu'il y a plus de place parce qu'il y a de la liquidité qui soit embarquée dans un projet comme ça pour que ça fasse bouger le prix. Parce que plus c'est un gros market cap, plus ça prend beaucoup d'argent pour faire bouger le prix. C'est ça. Exact. Parce que, tu sais, mettons, on parle de on veut faire un x2, ça prend 30 millions. Peut-être pas tout le monde qui va comprendre. Fait que là, je voulais de mettre les pendules à l'heure. Tu fais un x2 sur XRP, c'est 30 milliards qu'il faut qu'il rentre dans le marché. Ouais, c'est ça. Ça prend un autre 30 milliards de plus sur le market cap. C'est la même affaire pour faire un x2 sur le Bitcoin, ça prend 1 trillion. Tu veux faire un x2 sur Gala Music, ça prend 15 millions. Mais, c'est pas nécessairement un argument qui est solide. Parce que ça pourrait être plus facile d'emmener 30 milliards sur XRP, disons, s'il y a les bonnes conditions, le bon narratif, que d'emmener 15 millions sur un projet qui n'a pas le vent dans le dos. C'est tout le temps relatif. Un projet qui n'a pas accès à beaucoup d'exchanges, tu sais, comme tu disais, Gala Music, qui est juste sur PancakeSwap, par exemple. Mais c'est plus compliqué d'aller le chercher pour le commun des mortels. Puis il y en a beaucoup que déjà, si c'était pas sur Binance ou pas sur Binance, on l'a plus au Canada, mais Coinbase ou si c'était pas sur des plateformes principales, j'achète pas ça. Donc, j'avoue que ça risque d'avoir un impact quand même assez important. Là. Donc, clairement, je pense que ouais. Tu sais, c'est comme... Tu sais, j'ai mon Matic, puis je m'apprête à vendre Matic. 1,50, 1,75, je vends mon Matic, tu sais. J'attendrai pas d'atteindre les niveaux altamères. C'est un beau trade, j'ai acheté autour des 75, 77 sous. Je fais un 100% sur un trade, man. C'est excellent dans le monde financier, là.
Fait que tu sais, XRP, tu fais Ouais. un 100%, excellent. Mais faut pas que le monde devienne délusionnel à se dire, parce que je vois souvent les targets 10 $. Ouais, si on a 10 $, on parle d'un actif de genre 400 milliards. Là. Faudrait que les gens se prennent la peine d'étudier un peu plus le market cap souvent avant de faire des prédictions un peu dans ces folies-là. J'avais un site web que j'aimais bien qui s'appelait Market Cap of. Mhm. Ouais, off.com. Je sais pas si je suis capable de le montrer. Ça, c'est quand j'ai besoin d'opium, c'est ça que je fais. Je m'en vais là. Ouais, IMX, mais, comparé Solana. Ah, ok. ouais, mais C'est ce genre d'affaire. moi, le pourquoi que je l'aime beaucoup, ce site-là, c'est pas justement pour me donner de l'opium, mais pour me dire, OK, je sais pas si je vais être capable de le montrer. Faire une certaine comparaison, ouais. Ouais, c'est le but souvent d'avoir une comparaison. Je me dis, c'est exemple, si Solana arriverait au Bitcoin, ben là, c'est tellement une histoire de fou. Regardez, les market caps sont ici. Là. On parle de market cap de 71 milliards Solana versus 1,4 trilliard. Genre, avant que ça devienne aussi haut que ça, pour avoir un prix de 3000 $, du Solana, impossible façon de parler. Okay? Rien n'est possible, mais pas possible cette année, mettons. Fait que c'est des choses que j'aime faire. Tu pourrais aller comparer peut-être à Ethereum, qui serait un fois 6,75, ça t'amènerait à 1000 $ du Solana. Oui, mais on est quand même à 479 millions versus 71 millions. Il faut que les gens apprennent à étudier le market cap. Moi, je me sers d'XRP pour ça. Je me dis XRP, selon moi, c'est OK, tu sais. Je compare, je marque IMX, mettons, comparé à XRP. Là, je me dis, c'est une cible atteignable. Tu vois, genre, XRP, on est à quoi? À 30 milliards? Ah, c'est le contraire, je pense qu'il faut faire. Ouais, là, c'est ça. Tu peux check. Boop. Tu sais, fait que IMX s'y montrait au market cap de XRP, serait à 26 $. C'est de là que ma target de 25 $ sort justement. Je me dis, ça fait du sens. On a un MX à 30 milliards, I'm out. Tao, la même affaire, je check, je fais bon, si on se rend au market cap d'XRP, ça ferait du sens, autour de 30 milliards. Et on peut aussi aller voir les all-timers. Fait que si tu cliques sur XRP all-timer, ouais. Là, c'est l'opium pur, tu sais. Ah ouais, là, c'est ça. Si tu veux de l'opium, t'en as. J'aime pas me donner de l'opium, parce que c'est dangereux de se donner de l'opium comme ça, parce que ça défait les stratégies qui sont préétablies et qui ont du sens. Je sais pas si tu comprends. Donc, c'est une chose que je dis, parce que je veux que les gens qui écoutent fassent attention. Faut pas se donner trop d'opium, OK? Faut pas y aller trop des gens. Non, c'est ça. Des fois, c'est bon. Parce que ouf, non, mais 94 du... ouais. 94, ça va devenir un vrai bureau. Ouais, tu vas ton background, tu voit qu'il est dans l'espace, tu vas être dans l'espace pour vrai. Là. Ouais, exact. On monte à 94 MX, on part. Non, c'est ça. Sinon, je vais revenir à ce que tu nous disais. T'avais-tu une charte à nous présenter? Il me semble que j'ai ça ici, on the stage. Ben, quand on parle d'opium, c'est un peu de l'opium, cette charte-là, justement. Ah ouais? Tu nous montres... 2 secondes, je viens de switcher d'écran. Donne-nous un peu de dopamine. Ben, tu sais, c'est ça qu'on parlait en pré-entrevue. Puis j'avais posté une charte, justement, j'avais dit si vous voulez un peu d'opium en ce dimanche soir-là. J'avais posté sur Twitter. On regarde les cycles, puis là, je reculerai pas nécessairement dans le dernier cycle, ben dans le genre 2013-2014, mais si on prend des extensions de Fibonacci, pas nécessairement besoin d'avoir une précision là, chirurgicale, simplement là, porter à l'attention qu'on regarde les extensions ici. Habituellement, c'est des chiffres qui sont semi-respectés, donc tu sais, il faut prendre à la légère quand même, mais ça peut nous donner une certaine idée mathématiquement où est-ce qu'on va s'en aller. Et si on fait le même pattern, et pourquoi je dis prendre à la légère, c'est que ça prend... Il faut être conscient que c'est du capital. Donc oui, c'est des chiffres, on prend des extensions de Fibonacci, mais c'est du capital réel qu'il faut qu'il entre dans le marché. Donc, c'est plus facile d'entrer 2,8 trillions pendant ce cycle-là que ce que je vais vous montrer ici. Si on viendrait à rejoindre la 3e extension de Fibonacci, on parle ici d'un market cap total. Et là, la charte que vous avez devant vous, pour préciser, c'est le Crypto Total Market Cap. Donc, on parle de toute la capitalisation boursière
de toutes les crypto-monnaies réunies ensemble. Quand que je dis souvent aux gens, on est early, donc on est tôt dans le cycle. On est à 2,6 trillions, là. Je tiens à porter à votre attention. Ah, je peux pas dessiner là. Si on regarde à droite ici, 2,6 trillions pour toutes les crypto-monnaies ensemble. Ce matin, j'ai regardé Apple, si je me rappelle bien, on parle de 2,8 trillions. Donc, Apple, c'est sûr que tout le monde a un iPhone dans leur poche, etc., des MacBooks. C'est une grosse entreprise, on ne se le cachera pas, une des plus grandes au monde, voire peut-être la plus grande au monde. On parle de 2,8 trillions. Toutes les crypto-monnaies ensemble, c'est 2,6. Une cible que j'aurais, et là, c'est sûr qu'11 trillions, c'est peut-être far-fetch, qu'on pourrait dire, donc c'est peut-être tiré loin un peu. Mais là, c'est parce que pour se rendre à 11 trillions, ça nous prend 9 trillions d'investissement en 1 an et demi dans la crypto, là, en fait. Parce que là, on a fait de 2 capital réel trillions dans l'ancienne bull run, mais là, il faut en faire 9. Exact. Donc, c'était beaucoup plus, comme je disais, c'est beaucoup plus facile d'entrer 2,8 trillions et de se rendre à une 3,68 Fibonacci extension avec ça que rentrer 10-12 trillions pour se rendre à ça. T'sais. Ben oui, parce qu'on est déjà à 2, donc se rendre à 11, il en faut 9. Mais je pense que avoir une cible conservative dans cette zone-ci, pourquoi pas? Je pense que c'est quelque chose de possible. Une autre chose, c'est quand on regarde 2,5 de notre market cap actuel du total des cryptos pourrait faire du sens. Ben, tu sais, puis il faut être conscient que c'est énormément de gains parce que quand on. Ici, tu sais, je veux dire, on a fait des x10 across the board. Là, ça a été une année assez spectaculaire. En tout cas, de mon côté, c'est une année assez spectaculaire. Ah ouais. On parle de 1,9 trillion qui est rentré dans le marché dans la dernière année. C'est excitant. Tout est super élevé. On voit les prix ici, là, quand on se parlait en juin, les prix de côté, c'était pas ça. C'était loin d'être ça. Là, puis on a un prix Aveling épatant. Ce qui m'inquiète un peu. Il y a personne qui nous dit que le cycle sera pas plus court. C'est quelque chose quand même que je vais garder à l'œil. C'est quelque chose que j'ai. Une petite cloche qui m'avait sonné à l'oreille. Justement de ce côté-là. Est-ce qu'on va finir le cycle un peu plus tôt? Parce qu'on est en avance. Donc c'est quelque chose quand même que je vais garder à l'œil. Je me base souvent sur l'excitation des gens. J'ai fait une vidéo justement. Une vidéo assez simple sur Google Trends. Mais la tendance est assez spectaculaire. La façon, si on compare Google Trends, le top sur Google Trends se trouvait ici. On était à 100% le nombre de recherches. Après ça, on a tombé sur Google Trends. Le bottom, c'était le bottom. Après ça, on a retopé à moitié sur Google Trends. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Google Trends, c'est le nombre de recherches sur Google, le nombre de personnes qui cherchent un actif. On peut voir la... Par mois. Par mois ou tu peux voir les 5 dernières années, peu importe. Ouais. Ben après ça, on a eu notre trend. C'était notre deuxième top. Et on avait baissé, mais j'étais là, c'est bizarre, parce que ça faisait une divergence baissière. Donc, on avait le prix qui montait et on avait l'engouement pour l'actif selon Google, selon le nombre de recherches. Donc, ce qui nous démontre quand même l'engouement des gens qui baissait. Donc, quelque chose à garder à l'œil. Je vais garder un œil justement sur Google Trend, là, voir le rythme. Ce qui est intéressant aussi, puis vous irez regarder mon vidéo parce que là, je n'ai pas nécessairement la charte Google Trend pour vous faire. Mais disons, la charte Google Trend était comme ça. On avait un petit spike. Ça se trouvait être ici quand on avait passé les sommets historiques en 2020. Ouais. Eh bien là, on vient d'avoir quoi quand on a passé notre all-time high sur Bitcoin? Le même spike. Un petit spike. Donc, je suis comme, oh, OK, on a le même pattern qui se répète. C'est inusité. Et là, le monde peut se dire, oh, tu regardes Google Trends pour te baser. La vérité est dans les charts. Divergence baissière. Sur l'engouement, on a le même spike en passant les sommets historiques. Quelque chose d'intéressant à penser. La seule chose, c'est qu'on passe les sommets historiques 6 mois à l'avance sur le total. Ouais. Puis c'est un peu ma question, c'est que, bon, puis peut-être on peut finir là-dessus parce que, c'est rien qu'une quarantaine de minutes, je suis sorti, on va le garder encore avec ça me dérange pas. Mais mon point, c'est que d'habitude, avant le halving, 2-3 semaines avant, on a droit à une correction. Puis on a droit à une vague aussi 4-5 semaines avant, généralement. Juste avant le halving, on a droit des fois à une petite vague. Sauf que là, on a droit à un tsunami. Là. On va avoir une correction ou on n'aura pas? Je ne peux pas prévoir. Penses-tu qu'on risque d'avoir un semblant de correction? Ça, c'est le halving. Tu vois? 2020. Ouais, je sais que c'était pas... T'es sûr que t'es dans la bonne place? Ouais, mai 2020.
Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, la correction, c'est peut-être pas tant grosse. Là, le monde dit, oui, mais cette correction-là, écoute, cette correction-là, c'est COVID. Il n'y a rien qui va se comparer à ça. Quand c'était le temps de la toux, là. Il n'y a rien qui va se comparer à ça. On peut pas dire ça. Une affaire qui est intéressante, puis je peux peut-être t'emmener. On va aller voir. C'est les miners. Donc, quelque chose que je parle depuis longtemps sur ma chaîne. On est en train de le vivre présentement. Donc, habituellement, sur les miners, si on s'en va voir. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les miners, c'est les compagnies tu parles minières. carrément de ceux qui minent du Bitcoin. Là. Les compagnies minières de Bitcoin. Qui est un investissement très intéressant pour ma part. J'investis dans les miners dans mon CELI, donc aucun impôt à payer de ce côté-ci. C'est un peu ma stratégie de ce côté-là, en étant exposé au prix du Bitcoin avec un effet levier. Je suis sorti de toutes mes positions des miners en avance. Je l'avais répété, j'ai manqué le dernier push, mais ce que je parlais est en train de se réaliser. Donc, tu sais, si on regarde ça, c'est quoi? 6 mois après l'halving, on a trouvé un bottom. Du côté de BITF, qui est un miner canadien. Un des plus gros miners qui ont les meilleurs prix. Mais tu sais, même si le prix du Bitcoin montait, on avait une descente de ce côté-là. Pourquoi? Parce que les revenus sont souvent, si le Bitcoin reste au même prix et qu'on coupe les récompenses de moitié, ça ne prend pas Einstein pour comprendre que les revenus vont être coupés de moitié. Si on ne mine pas plus de Bitcoin et que les récompenses sont coupées de moitié et que le Bitcoin reste au même prix. Sur BITF, on avait trouvé un bottom après l'halving. Si on s'en va sur Marathon Digital, qui est la plus grosse compagnie minière, on avait trouvé un bottom avant. Donc, c'était... L'halving se trouvait ici. Et on n'a pas eu une explosion vraiment rapide. On était encore d'un bas. Il y avait encore vraiment beaucoup de temps pour se positionner de ce côté-ci. On parle d'un actif qui était autour des 92 centimes, 92 sous. Et au top de marché, on parle d'un actif qui a monté, qui a fait un x100 sur une compagnie qui est accessible à tout le monde via le marché de la bourse, dans des comptes libres d'impôts si vous avez une bonne stratégie de ce côté-là. Dans les derniers temps, si on s'en regardait à la charte, ceux qui sont sur ma chaîne, on a runné toute cette run-là. On a fait très beau gain, très beau run. Et là, j'ai vendu, ben là, je vais aller sur BTF parce que je suis majoritairement sur BTF. Donc, on a mangé cette run-là et j'ai accumulé là-dedans. Là-dedans, c'était l'accumulation zone. On a fait cette run-là, j'ai vendu à 4$, donc on parle ici. On a continué de topper, on est monté à 4,71. J'étais vraiment OK, on peut jamais catcher le top, c'est pas grave. Quand on est redescendu, mes ordres ils étaient dans ce canal-là. Je me suis dit, on va peut-être aller filer le gap, tu sais. Après avoir sorti cette zone-ci d'accumulation, quand on parle de zone d'accumulation, c'est ce genre de pattern-là, tu sais, on accumule, on transige de côté pendant quelques mois. Et j'ai un côté mes petits barbeaux. J'adore barbouiller sur mes chartes. Et là, c'est là que je me suis fait avoir. J'ai vendu à 4$, mes ordres étaient 2,47. Et là, on était touché 2,57. J'ai encore mes ordres. Et j'ai même grossi mes ordres présentement. Donc, je pense qu'on va peut-être aller deeper, liquider ces lots-là. Du moins, c'est ce que j'espère. Si on ne l'a pas, je vais me positionner plus haut. Ça me dérange vraiment pas de me positionner plus haut sur un actif, moi. Si j'ai pas ma première achat et que je vois que la tendance se reverse, si on vient avait informé ça, écoute, ça me dérange pas d'être positionné là. Si j'ai manqué mon entrée là, je veux pas manquer le reste du trade. Mais je pense que pour les prochains mois à venir, spécialement que maintenant, il y a une autre façon, parce qu'avant, c'était une bonne façon d'être exposé pour les spéculateurs, d'acheter des compagnies minières de Bitcoin, étant donné qu'ils ne pouvaient pas acheter directement du Bitcoin. On appelle ça un dérivatif. Et en plus, on avait des gains beaucoup plus explosifs. Là. Tu sais, comme je t'ai montré Marathon Digital, on parle d'un pratiquement 100x. 10 000 c'est peut-être 10 000 sur une position, pendant que le Bitcoin il a fait dans ce cas-ci, il avait fait un 20x quand même. Là, quand on parle du bottom, c'est autour des 3 000 $ lors du crash COVID. Mais on parle quand même là, d'un 100x du côté des mineurs. Et je m'attends probablement à avoir un genre de... Pas un 100x, étant donné que, tu sais, dans ce temps-là, c'était vraiment pas populaire. C'était une stratégie qui n'était pas sur toutes les lèvres. Maintenant, le monde sont plus au courant. Mais si on est capable d'avoir un dernier dip, et comme je te dis, moi, mes ordres sont déjà in, ils attendent, sont au chaud, dans leur petit cocon, ils attendent juste d'être remplis. Si je suis capable d'avoir une entrée là, je vais la prendre. Si je vois là, vraiment qu'on retraîne à up, je vais prendre une entrée. Je pense que sur ce genre d'actif-là, on va être capable d'aller chercher les all-time high. La seule chose que je tiens à porter un peu à votre attention,
c'est qu'il faut comprendre quand on investit dans des compagnies du genre, des compagnies minières, c'est différent que la crypto. Donc, dans ce cas-ci, on a vraiment des données qu'il faut analyser fondamentalement une entreprise. On regarde le revenu, on regarde la dette, etc. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude, nous, en crypto-monnaie, de regarder. Je regarde pas la dette d'Ethereum, la fondation d'Ethereum, tu sais. On va regarder les tokenomics, les tendances, blablabla. En ce moment, c'est pourquoi qu'on voit Bitcoin frapper, là, tu sais, Bitcoin brise les... Ça, c'est en semaine, là, je tiens à vous rappeler. On va la mettre en journalier. Tu sais, Bitcoin frappe des all-time high et on est quand même dans une tendance baissière à travers tous les mineurs. Là, on va aller voir Riot, qui est aussi un des plus hauts. C'est hot. Là, tu peux voir mes autres barbeaux. Tu sais, ils trend down. Et là, tout le monde est là, mais voyons comment ça qu'on trend down. Parce que l'halving, il commence à être price-in. C'est des actifs qui ne sont pas tradés par le retail nécessairement comme qu'on voit habituellement avec les cryptos qui sont généralement juste du retail, qui n'ont pas nécessairement de connaissances, qui vont acheter du Dog with Hat, du Dogecoin, parce qu'ils entendent parler de ça. Quand on parle de miners, c'est des vrais investisseurs. On parle aussi de la cour des grands, le stock market, tu sais. Donc, c'est normal de voir une tendance de même. J'ai été surpris par cette montée-là, totalement transparent. Écoutez, quand je me trompe, je suis capable d'être transparent. Au début, je pensais que mon plan allait se réaliser. Là, j'étais là, oh, Chris, je me suis peut-être trompé. Finalement, on va peut-être trender down. Et finalement, là, le plan là, est en train de se réaliser tranquillement. D'un trend down des miners, vraiment, simplement pour compresser le ressort. Et je m'attends quand on va avoir un breakout de ces stocks-là, que ça va être extrêmement agressif. Pour garder les miners qui... Oui, certains, mais il faut regarder les miners qui performent mieux. Tu sais, comme là, Riot est encore genre dans son... On pourrait dire qu'il n'a pas passé ces highs-là. Quand on parle de Riot. Si je compare sur Amazon. Là, ben pour ceux qui se demandent, vous pouvez tout trouver ça sur la chaîne de Gab. Lien dans la description, les commentaires, le Discord, etc. Tu sais, quand on parle des highs, tu vois que Riot n'a pas été capable d'aller chercher ses highs. Quand on parle de marathon digital, on est allé chercher les highs. On est allé chercher ces highs-là. Fait qu'on est en phase d'accumulation encore, question miner. Je pense qu'on est en phase d'accumulation. Ah, puis c'est ça que je voulais dire, là, j'ai coupé entre-temps. Ce qu'il faut être conscient, c'est que beaucoup des compagnies avaient besoin de financement lors du bear market. Je viens que c'est ça. Lors du bear market. Les compagnies avaient besoin de financement, donc ils ont émis des actions. C'est un peu comme quand on regarde un projet crypto qu'on dit « Ah, il n'est pas retourné à all-time high. » Oui, mais la capitalisation boursière est pratiquement équivalente. C'est un peu la même chose du côté des miners. Ils avaient besoin de financement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des offerings qu'on appelle dans le marché traditionnel. Donc, on va offrir des actions de plus à un certain prix pour pouvoir stay afloat, donc être capable de continuer les opérations et de rester ouvert, en fait, de ne pas tomber en faillite. C'est ce qui s'est passé du côté de beaucoup des miners, BTF principalement, qui ont émis beaucoup d'actions. Donc, peut-être qu'on est au même niveau de market cap présentement, mais à un prix beaucoup plus petit. Donc, il ne faut pas tout le temps non plus se fier au prix. Il faut être conscient de la capitalisation boursière et des données économiques d'une entreprise. On parle de revenus, dettes, émissions d'actions, inventaire, coût de production d'un Bitcoin. Dépendamment des pays dans lesquels sont situées ces compagnies minières-là, vont avoir un coût différent de certaines. Pour BITF, ils se trouvent principalement au Canada, Argentine, Uruguay. Ils vont aller chercher de l'énergie renouvelable parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de FOD, qu'on pourrait dire, du côté de l'environnement pour le Bitcoin, étant donné que c'est un actif qui prend beaucoup d'énergie à miner, pratiquement plus que certains pays entiers. Le réseau Bitcoin consomme plus d'énergie. Donc, on veut des miners qui utilisent une énergie renouvelable, qui vont être moins victimes de FOD. On veut des miners qui ont un coût d'électricité moindre et que leur Bitcoin ne leur coûte pas beaucoup. Parce que si on a une compagnie minière, que ça leur coûte 50 000 miner un Bitcoin et que le Bitcoin est à 50 000, ils ne font pas d'argent. Mais si on a une compagnie minière que ça leur coûte 11 000 miner un Bitcoin et qu'on sait qu'ils ont une puissance de hachage vraiment élevée, c'est là qu'on va vraiment pouvoir aller chercher un edge dans ces compagnies-là qui vont surperformer probablement les autres compagnies. Là. Comme qu'on voit Marathon Digital, BITF qui mène un peu le bal de ce côté-là. Je privilège BITF. Pourquoi? Je suis Canadien. Encourager une entreprise canadienne,
for sure. Si je peux me faire un peu d'argent dessus, tant mieux. Avait été laissé de côté un peu le dernier bull run parce qu'ils ont joint Nasdaq pratiquement à la fin du bull run, donc il n'était pas accessible par les investisseurs américains, étant donné qu'il était seulement sur le TSX, donc le Toronto Stock Exchange. Et présentement, là, il se trouve sur Nasdaq, donc un peu plus accessible. Aux États-Unis aussi, il y a une organisation qui sont en train de faire des études sur justement l'effet négatif de Bitcoin et des compagnies minières sur l'environnement. Ils vont avoir un rapport qui devrait arriver, être mis à jour autour de août-septembre. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir une vague de FUD niveau environnement pour le Bitcoin dans ces zones-là? Peut-être. Si je suis investi dans une compagnie minière comme BTF, on pourrait peut-être avoir un inflow de capital qui sortirait des compagnies minières américaines. Ah, c'est vrai. Ah ben, great, là. Je savais même pas en fait que tu étais un peu plus dans le traditionnel côté investissement. J'en apprends moi aussi encore sur toi. Ben, je suis principalement en crypto, là, mais je m'intéresse passionné de finance, passionné de blockchain, ce genre d'affaires-là. Donc, c'est quelque chose que je recherche. Je ne vais pas dire je suis un expert. Tu peux sur le snowboard comme on a vu une fois sur ta page. Là. Ouais, j'ai ski genre 4 fois semaine. Il y a une fois, tu nous as parlé une belle image. Là. Je dis pas ça négativement. Ouais, je veux dire, genre, tu es un triple snowboard. On a vu une belle image de ça l'autre fois. J'étais comme, oh yeah, man, let's go. Je suis là genre 4 fois semaine à la montagne. Là. Ben, c'est un peu le. Moi, je suis chanceux parce que j'habite dans l'Ouest canadien. Je commence à trader vers 5h30, qui est 8h30 pré-market. Je trade le marché traditionnel dans le jour. Fait que je trade de 5h30 à 1h généralement. Mais je t'avoue, là, quand je fais un ou deux beaux trades, je m'en vais sur la montagne. Là, puis je passe ma journée là-bas. Là. Je finis de snowboarder vers 2h. Je reviens chez nous. J'ai le temps de travailler sur des vidéos, travailler sur analyse, puis repartir ma journée le lendemain. Donc, honnêtement, c'est la beauté de cette. Tu passes le reste du temps sur ton Discord, parler à ta communauté. Exact. Ben là, le Discord vient d'être ouvert. Je dois ouvrir peut-être une couple de semaines, je te dirais. Tu sais, c'est un. Ok, ben, on va aller faire un tour là-dessus. C'est un peu la même chose. Tu sais, quand je t'avais dit, je m'avais parti une chaîne YouTube, moi, simplement pour pas quitter la crypto. Je voulais pas la quitter. Fait que je me suis dit, je vais me donner un sens de responsabilité. Si je pars une chaîne YouTube, ben là, tout le monde me regarde. Je suis pas pour partir demain matin. Oh, qu'est-ce que c'est? Ouais, elle fait souvent ça. C'est l'heure de manger, puis qu'elle vient me voir, elle me fait des câlins. Ouais, c'est quand même drôle. Puis, tu sais, ben là, j'étais parti en voyage toute l'année passée. Je suis en Australie, Indonésie. Fait que je suis un peu moins présent sur YouTube, on and off. Puis là, j'étais comme, OK. Tu sais, des fois, on se sent, surtout quand on fait de l'argent comme ça peut être facile de devenir lazy. Spécialement, tu sais, j'ai pas de boss. Ben, j'ai un boss. Le marché est mon boss. Faut que je sois là, faut que je sois présent. C'est lui qui décide si tu travailles ou pas. Le marché, il est là, puis il faut que je le respecte, faut que j'ai une certaine discipline, etc. Mais ça peut être facile quand on fait, tu sais, récemment, j'ai fait des salaires que je faisais annuellement en semaine. Pas en semaine, mais genre en 2-3 semaines. Ça peut être facile de dire, je fais pas rien. Puis je me suis dit, OK, je vais me partir un Discord. Comme ça, je vais être obligé de poster des analyses. Je vais être obligé d'être actif, puis ça va me restructurer quelque chose, tu sais. Fait que là, j'essaie, même en ce moment, je pense d'essayer de peut-être me bâtir une team avec monteur vidéo, peut-être quelqu'un qui va rechercher des projets pour moi, parce que, tu sais, il y a beaucoup de projets. Tu sais, peut-être payer des gens pour faire de la recherche fondamentale, etc. Mais bâtir une équipe pour me structurer qui va m'aider à pousser encore plus loin, là, tu sais, le truc, là, ce qu'on pourrait dire. C'est un offre d'emploi, ça? Je sais pas si tu cherches la job. Oh, ben, super. Si Gab, je trouve ça écœurant un peu, man. Comme je t'ai dit, on en apprend de plus en plus. Puis je vais être fatigué avec ça, mais j'invite tout le monde à aller voir les liens, description, commentaires. Je vous envoie sur sa chaîne. Gab, je pense qu'on va closer ça là. On a fait une belle heure. Je sais pas ce que t'en penses. Cool, man. Bah, sure. Puis tu reviens de toute façon? Ah, tout le temps, les DM sont ouverts. Ah, super. Fait que je pense que le monde aime bien ça, venir que tu viennes faire ton tour. Anyway, puis là, ben, ce coup-ci, on a un flash crypto d'une heure. On va pas s'en plaindre. Au contraire, fucking happy about that. Ouais. Right on. Peace. Cool, je vous dis merci tout le monde. Bien sûr, vous pouvez fracasser le bouton d'inscription de la chaîne ici. Hein? Un petit like, un petit commentaire. N'hésitez pas à nous donner vos avis, vos feelings, vos ressentis de tout ça. So, yeah. Peace.
Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show.